Bien, alors nous regrettons évidemment que M. Hussey ait été retenu, mais c'est grâce à cela que nous nous sommes autorisés un peu plus de temps tout à l'heure. Et bon, étant entendu que notre ami Jacques Mulpers m'avait dit qu'un déjeuner à midi c'est quand même très tôt et que donc nous avons le temps d'une dizaine de minutes peut-être chacun d'entre vous, et puis après nous débattrons. Alors je ne sais pas qui de vous, madame ou monsieur. Madame, vous prenez la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc j'ai en charge à la préfecture du Nord la direction de la réglementation et des libertés publiques. Et si vous m'y autorisez, j'aurais envie de dire les relations entre l'administration et les usagers sous le contrôle aussi des usagers. Quelques chiffres peut-être pour donner la dimension de ce qu'est encore aujourd'hui sous sa forme actuelle l'accueil du public. J'évoquerai ensuite les évolutions qui vont bientôt intervenir en la matière. Nous recevons dans nos guichets qui délivrent les cartes grises, je dis toujours cartes grises, même si ce n'est plus tout à fait le terme adapté, les permis, nous recevons chaque année 160 000 usagers. Nous délivrons environ 385 000 titres de cartes grises, 100 000 permis et 180 000 cartes nationales d'identité. Et la moitié de l'activité est concentrée sur l'arrondissement de Lille, mais bien évidemment, l'accueil des usagers s'appuie également sur le maillage territorial des sous-préfectures. Donc c'est vraiment la relation avec le public est vraiment au cœur de nos préoccupations. Elle est ancrée dans nos pratiques, elle est ancienne, et elle s'inscrit dans un souci de qualité permanente qui nous a conduit à engager depuis de nombreuses années des démarches de qualité. D'abord, une labellisation Marianne qui a été obtenue grâce au travail qui est fait par l'ensemble des équipes qui accueillent le public, puisque moi je salue tous les jours le travail au quotidien de ces équipes qui sont au guichet et qui accueillent un public avec un sens de l'écoute, une patience parfois, et un professionnalisme qui sont à souligner et qui sont d'ailleurs soulignés dans les démarches que nous engageons et qui ont conduit dans un premier temps à cette labellisation Marianne. Et nous avons voulu, dans un projet collectif autour de cette relation avec le public, aller plus loin en nous engageant avant l'heure dans une labellisation Qualipref, qui a intégré la relation que nous avons à l'usager, qui est certes de guichet, mais qui est aussi multicanaux. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés aujourd'hui dans des objectifs et des engagements qui sont toujours une information claire et accessible à tous. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, parfois la nécessité de communiquer ou de faire œuvre de pédagogie auprès du public. Nous nous adaptons aux attentes nouvelles du public, notamment la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne, ce qui était encore, il y a quelques années, quelque chose auquel on ne pensait même pas, la possibilité de compléter un dossier en ligne. On voit bien que l'usager attend aujourd'hui beaucoup des démarches à distance, l'information par SMS et l'utilisation des réseaux sociaux, puisque nous sommes aussi saisis par les usagers via les réseaux sociaux. Et toute cette démarche porte sur 3 champs qui sont la délivrance des titres, donc c'est les titres que je viens d'évoquer, la délivrance des titres pour les usagers étrangers et la communication d'urgence en cas d'événement majeur. On voit bien dans le contexte actuel combien il est important effectivement de pouvoir avoir là aussi une qualité de relation et d'information dans la relation avec l'usager. Donc nous avons ces démarches volontaires. Alors elles changent un petit peu nos modes de fonctionnement. Je pense qu'en préfecture, mais comme dans d'autres administrations, nous avons un système hiérarchique et de validation successive des éléments que nous exportons auprès de nos usagers au sens large.
Aujourd'hui, le fait que l'usager puisse nous saisir par messagerie, puisse nous envoie un mail, nous oblige à repenser, y compris en interne, pas uniquement en externe, nous oblige à repenser la relation que nous avons avec les collègues qui forment les équipes. Il est évident qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas, sinon ça nuirait à l'efficacité, on ne doit pas vérifier à chaque niveau hiérarchique ce qui est répondu à un usager. Il y a une relation de confiance qui s'installe, qui est une réalité, mais il y a une exigence de professionnalisation de la part de tous les niveaux, une exigence aussi de réassurance auprès de nos équipes qui ont des compétences, et il faut leur rappeler et leur dire combien ils sont compétents et combien ils ont cette capacité à répondre. Donc nous sommes aussi dans une évolution de nos modes de faire. L'usager nous oblige à évoluer et c'est tant mieux. Si nous ne le faisons pas spontanément, de toute façon, il saurait nous le rappeler. Et c'est bien pour ça que face aux évolutions de l'attente de l'usager qui n'a plus forcément envie de se déplacer au guichet, même si une part de la population qui vient à nos guichets a besoin d'être accompagnée. Mais nombre d'usagers souhaitent faire des démarches à distance et cette dématérialisation généralisée des procédures nous conduit aujourd'hui à une évolution importante de nos organisations. J'aurais presque envie de dire à une petite révolution dans l'approche que nous avons dans notre relation à l'usager. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans un plan qui est le plan préfecture nouvelle génération et qui oriente l'action pour les années à venir des préfectures et sous-préfectures et du réseau du ministère de l'Intérieur sur 2 grands axes. Renforcer les missions prioritaires, se recenser sur les missions prioritaires que sont la lutte contre la fraude, la gestion locale des crises, la coordination territoriale des politiques publiques. On voit que là aussi, on a besoin de travailler plus et mieux avec l'ensemble de nos partenaires, et l'expertise juridique et le contrôle de l'égalité, qui sont aussi des missions je les ai connues pour avoir été pendant 12 ans directrice des relations avec les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas pour autant que nous ignorons l'attente des usagers dans le cadre de la délivrance des titres. Et pour les missions titres, on nous demande aujourd'hui d'exercer autrement cette mission dans la délivrance des titres classiques que sont les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire et les certificats d'immatriculation. On nous demande, nous n'accueillerons plus de public dans un an. Donc quand je dis que c'est une évolution, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution qu'il faudra expliquer et communiquer au public, mais je vous assure que c'est aussi une vraie révolution au sein des équipes. Moi, j'ai dans mes équipes des collègues qui ont fait du métier de guichet leur vie au quotidien. Et donc nous avons là aussi à nous adapter tout en préservant, et ça c'est extrêmement important, la qualité du service, en simplifiant les procédures, en évitant évidemment les déplacements, en s'appuyant sur les technologies existantes. Et il faut vraiment préserver absolument cette qualité. Et la qualité passe aussi par le renforcement de la sécurisation des titres, puisque nous avons aujourd'hui, nous le constatons, de la fraude sur les titres, et de la fraude de plus en plus sophistiquée. Et donc nous avons à maintenir un contrôle sur la chaîne de délivrance au sein des préfectures. Nous le faisons aujourd'hui, nous le ferons demain, et de manière encore plus professionnelle et plus systématique. Donc nous sommes là face à une véritable révolution à accompagner en interne, à accompagner auprès du public. Il faudra une nécessaire communication auprès du public sur l'ensemble des dispositifs à distance que nous allons mettre en place et que nous allons pouvoir offrir. Et nous allons le faire avant, bien évidemment,
de fermer nos guichets en installant des points d'accueil de e-service. Nous nous appuierons sur des services civiques, puisqu'il est important aussi, nous avons je dirais, ce devoir d'accompagnement aussi de jeunes vers des emplois pérennes. Et nous aurons à faire cette communication. Tout à l'heure, j'entendais effectivement parfois la faiblesse de la communication de l'administration vers le public. Et c'est vrai que c'est un des enjeux aussi. Je pense que c'est important. Nous avons un devoir de communication, nous avons un devoir de pédagogie, quelles que soient les modalités de relation avec les usagers. Et c'est vrai que j'ai regardé, il y a eu il y a eu une enquête nationale, je pense, sur le ressenti de la procédure silence vaut acceptation. Le public, 70% des publics interrogés sont dit oui, on connaît cette procédure, mais lorsqu'on leur demande comment ils la connaissent par le bouche à oreille, mais les administrations sont dans la part de communication sont à 5%. Donc nous avons une marge, je dirais, considérable là de progrès pour faire connaître toutes ces procédures. Et en conclusion, je ne veux pas prendre trop de temps, je dirais que les évolutions législatives, réglementaires que vous avez évoquées tout à l'heure et les évolutions du comportement des usagers nous obligent à nous reposer régulièrement la question du sens de notre mission au service du public, au service des usagers. Et les évolutions actuelles que nous vivons, que nous allons vivre dans le plan Préfecture Nouvelle Génération est une belle opportunité et une formidable occasion de repenser nos relations aux usagers, de fédérer nos équipes autour de cet objectif. Et nous nous attellerons, comme nous le faisons au quotidien, à ce que notre service au public soit toujours de qualité et au rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, les usagers, le public. Le public, oui. Donc, on m'a demandé d'être le plus concret possible, donc je vais essayer de faire en sorte de l'être. Donc, je suis délégué du Défenseur des droits. Nous sommes à peu près 400 sur le territoire national. Le Défenseur des droits, comme tout le monde le sait, c'est M. Jacques Toubon. Il a donc succédé à M. Dominique Baudis. Et donc, ce Défenseur des droits, je vais juste en dire quelques mots en 30 secondes parce que ça a son importance. Le Défenseur des droits rassemble quatre instances, l'ancien médiateur de la République, la haute autorité de lutte contre les discriminations, la défense de l'enfant et service de déontologie de la sécurité. Alors ça a son importance parce que, premier point, comme on m'a demandé d'être franc, donc je vais l'être, Défenseur des droits, ça ne veut strictement rien dire pour le public. Je veux dire, ça ne dit pas ce qu'on fait exactement, c'est l'intercession, notre projet. Et deuxièmement, l'usager, quand on lui parle de droit, c'est toujours assimilable par lui à un avantage, et non pas une règle juridique. J'ai des droits, donc ça veut dire j'ai le droit, donc je veux ça, cette prestation m'a été refusée, mais j'y avais droit. Voilà ce que ça signifie concrètement par lui. Et donc les quatre instances qui sont rassemblées chez le Défenseur des droits, c'est un peu ce qu'on appelle le mariage de la carpe et du lapin. Mais je pense que ce n'est pas moi qui le dis, il y a des juristes éminents qui l'ont bien dit. Donc il y a un véritable problème de communication pour une institution qui est quand même assez neuve, puisqu'elle a 5 ans, et que le public ne saisit pas encore. Ça veut dire que le rôle des délégués qui reçoivent sur le terrain, je veux dire les usagers, n'est pas simple. Je ne vais pas donc m'attarder là-dessus, mais ça a quand même son importance, et je dirais 2 choses assez importantes. Un des rôles essentiels du Défenseur des droits, c'est premièrement d'essayer d'aller au-delà de la règle de droit. J'avais noté tout à l'heure ce que disait un des intervenants, je pense que c'était vous, monsieur, c'était de donner du sens à la loi. Je crois que c'est ça le rôle. Ça recouvre 2 notions, c'est la notion d'équité dans les rapports entre usagers et administration qui est notée dans la loi, et c'est la notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la défense de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le respect strict de la règle juridique, on est tout à fait dans l'au-delà dès le moment où la règle juridique appliquée dans toute sa restrictivité susciterait une légitime suspicion vis-à-vis de cette règle de droit. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Deuxième remarque, c'est que le Défenseur des droits, sur le plan qui nous préoccupe, à savoir usager, administration, est la seule institution, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans la Constitution, qui a maille à partir avec l'ensemble de toutes les administrations. Nous ne sommes pas les médiateurs de la mairie lambda, nous ne sommes pas les médiateurs de la CAF, nous ne sommes pas les médiateurs de Pôle emploi, nous avons compétence pour tous les services publics
dont tout à l'heure les intervenantes nous ont dit que le nouveau code dressait la liste. Eh bien, le défenseur des droits est compétent pour tout ça. Ce nouveau code, c'est une très bonne chose, puisqu'il n'existait pas, donc déjà tout ce qui maintenant existe est très positif. Nous, on va s'en servir, ça c'est clair. Je suis moins certain que les usagers le liront, mais ça c'est une constatation très banale, hein. C'est pas du tout, je veux dire, une incrimination, mais c'est quelque chose qui était déjà dans l'air du temps il y a 30 ans, et encore un petit peu plus il y a 20 ans, et au moins maintenant c'est quelque chose de concret. Donc je suis aussi d'accord avec l'intervention du professeur qui a dit qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Mais s'il y a beaucoup de choses à faire, c'est quelque chose de positif qu'il faut donc continuer. Donc moi, en tant que délégué du défenseur des droits, comme le défenseur des droits est intervenu dans vos travaux, je ne serai qu'encouragé à peaufiner de plus en plus ce code. Comme vous le disiez, ça n'allait pas de soi. Mais écoutez, faisons en sorte maintenant que ça aille de soi. Alors, les relations usager-administration, on a beaucoup parlé de maman, de bébé tout à l'heure. Moi, je dirais que c'est un couple qui est constamment en instance de divorce ou qui se tape dessus, quoi. Ça me paraît tout à fait évident. Puis c'est une très vieille problématique. Moi qui suis à la retraite, j'en ai toujours entendu parler. Je pense, Jacques, tu n'es pas encore, puisque tu es beaucoup plus jeune que moi, à cette retraite, mais on en a constamment entendu parler. Et donc il se trouve qu'il y a 2 ans, on nous a demandé au sein du Défenseur des droits de travailler sur les mesures de simplification, de donner quelques idées en tant que praticien sur le terrain de ce qu'on faisait. Et moi je me souviens d'avoir dit, si c'est pour encore mettre les 1887 règles de simplification auxquelles le public n'aura pas accès, c'est complètement inutile. Dès le moment où les règles de simplification, il y en a toujours plus de 100, puisque les dernières qui ont lieu en juin 2016, je pense que chacun le sait, il y en a eu 40 pour les usagers et 52 pour les entreprises, dans l'attente des nouvelles qui viendront 2 ans plus tard. Mais je pense que les textes sont toujours... on appliquait déjà les textes dont vous avez parlé, avec ces grands textes des années 70, ça serait déjà beaucoup. Et puis je me suis rendu compte aussi, je ne suis pas le seul, parce que tous les délégués font ce constat, que ça n'a pas énormément changé en ce qui concerne les administrations. Le constat n'a pas changé, et j'ai noté quelques remarques qui ne sont pas simplement des remarques de moi-même, mais de l'ensemble des praticiens délégués. Défaut de motivation, inexistant ou complètement opaque. Non-redirection, par exemple, vers le bon interlocuteur lorsqu'on reçoit un dossier qui ne vous est pas destiné, alors que c'est une obligation, mais ça, on s'en fiche, on le met au panier, souvent. Voilà. Accueil physique très approximatif, et pas seulement sur le plan de l'amabilité, c'est pas ce que je veux dire, mais sur le plan parfois du défaut d'information, et en matière sociale, au guichet des CAF et au guichet de Pôle emploi, quand on vous donne la mauvaise information, 2 ans après, vous avez un indu qui vous arrive, ou vous avez pris des dispositions qui font que cet indu qui vous arrive casse complètement tout ce que vous avez entrepris. Mais ça, bien évidemment, chaque fois qu'on interroge l'administration, nos collaborateurs sont formés, il est absolument impossible qu'ils aient fait une erreur, puisqu'ils sont bien évidemment tous parfaits. Changement d'interlocuteur. Maintenant, vous avez un renseignement venant d'un interlocuteur, et donc vous souhaiteriez avoir ce même interlocuteur dans tous ces services. Et c'est pas le même, parce que, comme maintenant il y a une restriction des effectifs, on ne peut plus vouer un seul interlocuteur à une seule tâche, et il faut que ça tourne. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez mal pris par les usagers, et c'est d'ailleurs tout à fait normal, puisque moi, des rares instants de plaisir que je peux avoir dans cette pratique, quand je reçois des anciens fonctionnaires qui ont à se plaindre de la fonction publique, j'éprouve une certaine jubilation, parce que j'entends effectivement bien des arguments que ces fonctionnaires ont peut-être dû entendre lorsqu'ils étaient en poste, sans automatiquement en tenir un grand compte, et je me mets bien évidemment, moi aussi j'ai des soucis avec les administrations, bien évidemment. Lettres anonymes, c'est-à-dire des lettres qui font grief, comme disent les juristes, qui ne sont pas signées avec aucun nom d'interlocuteur, on vous dit, voilà, on vous supprime cette prestation. Ça arrive très très souvent, c'est presque endémique. Règne de la circulaire interne, j'ai un cas très, très précis pour les pensions de réversion. Je viens d'apprendre qu'on avait demandé à Paris, puisque pour les partenaires du même sexe, c'était pas réglé, et donc il fallait demander l'arbitrage de Paris. Alors je pensais qu'il y avait déjà des textes. Pour l'usager aussi, puisqu'on est en train de parler de l'usager, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je dirais même qu'elles se sont accentuées. Tout simplement parce qu'il y a un manque de savoir de base. On vient d'en parler, un manque de savoir de base institutionnel. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'administration. On ne peut pas le reprocher. On ne peut pas non plus le reprocher à l'administration. C'est une grosse machine qui, pour être efficace, parfois ne peut pas toujours sacrifier une bonne communication. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il ne sait pas rédiger, ce qui était déjà le cas, mais en plus, maintenant, il ne sait même pas écrire. Il y a de plus en plus le problème de l'illettrisme.
est un vrai problème. Je veux dire, on s'en rend compte, puisque dans notre pratique, bien souvent, quand on dit à la personne, vous voyez, il y a une lettre qui est là, si vous tournez la page, ce qu'ils ne font pas souvent, il y a des voies de recours, donc ils ne savent pas ce que ça veut dire, recours contentieux. Un contentieux, c'est un mot qui n'évoque rien pour eux. Il y a aussi des recours amiables, alors il faut savoir si le recours amiable est indispensable ou s'il ne l'est pas, parce que c'est important, et vous êtes là pour le renseigner. Et quand vous leur avez dit ça, vous dites, voilà, écoutez, vous ne pourriez pas me mettre sur une feuille de papier ce que vous venez de me dire. Écoutez, tant qu'on y est, on lui rédige un semblant de lettre en étant le plus objectif possible. On dit, voilà, vous recopierez, vous joindrez les pièces et puis vous mettrez les circonstances très précises dont vous venez de me parler. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on est obligé de faire, parce qu'en tant que délégué du défenseur des droits, on a pour mission presque morale que l'usager qui sort doit toujours ressortir avec quelque chose. L'usager qui a été guidé vers nous par erreur, par exemple pour des problèmes de divorce, oui, il m'est déjà arrivé d'en avoir, avec même des questions très précises. Est-ce que vous pensez que je dois divorcer? C'est quand même une grave question métaphysique. Donc là, je ne suis pas du tout compétent, donc je le renvoie vers la bonne personne. Et, premièrement, je veux dire, un avocat, mais il faut quand même lui donner soit certains numéros de téléphone, soit certains principes de base, de façon à ce que, une fois qu'il est sorti, il a eu vraiment l'impression de ne pas s'être dérangé pour rien. Donc j'avais un interlocuteur unique, ça je l'ai déjà dit, et puis une certaine dépersonnalisation de la pratique. Hein. Tu avais parlé, je crois que tu as évoqué la dématérialisation, et c'est vrai que c'est une bonne chose, je suis le premier à le dire, mais je sais que le défenseur des droits a demandé que je veux dire, des solutions alternatives soient trouvées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore Internet et qui ne savent pas le faire, avec éventuellement 20%, consacrer 20% des gains que ça pourra générer, si tant est qu'il y a des gains. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a une nouvelle forme de public, c'est plus le public d'avant. Il y a maintenant, il y a maintenant une espèce de lumpenprolétariat qui, je crois qu'il faut... Je ne sais pas si vous avez vu cette très intéressante émission au mois d'août qui s'appelait Rue des Allocs, sur la 7. C'était quelque chose, vraiment, vous mettiez les mains dans la vraie réalité. Il y a une vraie lumpenprolétariat, oui, je crois que c'est bien le terme, de gens qui sont complètement déphasés par rapport aux administrations. C'est-à-dire, ils ont le RSA, et en plus, on leur demande des indus de RSA. Je schématise, hein, voilà, vraiment, je schématise. Et ces gens-là, ils sont en marge, et ils seront de plus en plus en marge. Et les administrations, eux, elles gèrent le général, mais c'est tout à fait normal, on ne peut pas leur demander l'impossible. Ça veut dire que le respect de la règle de droit, le respect strict de la règle de droit quand il est fait par les administrations, et on sait qu'elles sont très fortes pour faire ça, puisque la meilleure façon pour les administrations d'embêter l'usager, c'est pas de transgresser la règle de droit, c'est de l'appliquer strictement, ça donne des résultats épouvantables. Hélas, je citerai ce qui s'est passé au mois de juillet avec le suicide d'une personne devant la CAF, alors que la règle de droit était tout à fait respectée. C'est pour ça que nous, notre vocation, c'est de faire en sorte de persuader les administrations que le bon sens, ça existe quand même, hein, et que l'appréciation, notamment en matière fiscale, l'application mesurée de la règle de droit, c'est une notion qui est inscrite dans les textes. Hein. Seulement, effectivement, maintenant, avec les exigences de rentabilité qui sont tout à fait légitimes, hein, on paye tous des impôts, enfin, du moins, je suppose, hein, dans cette assemblée, c'est devenu une nécessité. Sinon, l'administration va devenir une espèce d'instance qui va exclure de son champ d'application et précariser un certain nombre de personnes. Il faut le dire, c'est presque un sujet tabou, mais c'est une vraie réalité. D'autant plus, il y a des personnes qui sont complètement dépendantes des prestations sociales. J'ai réglé un cas d'une personne à qui on avait, suite à un contrôle, parce qu'elle n'avait pas rempli l'état trimestriel, et comme elle me disait, ça fait 8 ans que je suis toujours dans la même situation, elle n'a pas rempli l'état trimestriel, elle avait 5 enfants, on lui a supprimé du jour au lendemain toutes ses prestations. J'ai dû intervenir de manière véhémente pour établir quelque chose comme 6 500 € de prestations. C'est pour vous dire, enfin, le montant que ça génère. Et ça, c'est très important, parce que cette exclusion quasiment même automatique par l'application très stricte de la règle de droit. Et encore une fois, on ne saurait reprocher à l'administration de le faire, mais on pourrait lui reprocher quand même de ne pas prendre conscience qu'il y a très certainement une autre façon d'aborder la règle. Ça crée une méfiance vis-à-vis de la société. Comme je dis toujours, moi je ne fréquente pas les juges tous les jours dans ma vie. Heureusement d'ailleurs, je ne fréquente pas non plus les politiques tous les jours dans ma vie, pour citer les grandes institutions. Je fréquente l'administration, et vous aussi, tous les jours dans votre vie. Je peux aller chez le médecin, j'ai des enfants qui vont à l'école, je touche des prestations sociales.
Je vais au guichet de la préfecture pour éventuellement une carte grise, parce qu'au moins ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis donc un citoyen. En tant que citoyen, je vais dans les administrations tous les jours. Et si je suis mal reçu au guichet, si j'ai un PV alors que je me suis arrêté 5 minutes pour sortir ma vieille maman qui revenait de l'hôpital, et puis voilà, et puis on a l'impression quand même que les 2 policiers municipaux, ils étaient là en train de me guetter, et ils m'ont mis le PV, et il n'y a pas moyen, je veux dire, d'essayer de les fraîchir, c'est quelque chose qui va générer, qui va diffuser sur l'ensemble du corps social par le biais des institutions. Ce manque de confiance, se traduit très concrètement par les gens qui sont devant nous, hein, et qui nous disent de toute façon c'est pas la peine. Ça vous concerne aussi, hein, parce que quand on dit vous n'avez d'autre recours que de saisir le tribunal administratif, en la circonstance, ouais, vous savez, les tribunaux, j'ai pas trop d'argent, et puis ils sont trop forts en face. Bon, ça paraît des solutions populistes, comme on dit maintenant, puisque c'est le nouveau mot à la mode, mais c'est vrai qu'il faut y regarder à 2 fois avant éventuellement de dire aux gens, qu'est-ce que vous nous conseillez? On ne peut pas préjuger d'une décision, mais on peut dire, il vous reste que ça, vous avez des éléments qui sont des éléments objectifs, maintenant le juge appréciera. Mais on sent qu'il y a vraiment une méfiance assez particulière. Et donc, quelqu'un, je crois encore c'est vous, monsieur, qui avez dit des choses extrêmement intéressantes, les autres aussi, mais en ce qui me concerne, puisque vous avez dit il fallait instaurer une certaine confiance, je pense qu'on en est loin, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même des responsables au niveau national, on est loin du compte avec l'administration, puisque je pense que cette nouvelle catégorie de population, cette nouvelle façon d'envisager les choses, ce nouveau souci de rentabilité, on peut appeler ça comme ça, est quelque chose qui pèse sur les rapports entre usagers, citoyens, administration. Je remarquerai tout simplement que pour corroborer ce que je dis, la loi d'avril 2000 parle de citoyens, de droit des citoyens et non plus du droit des usagers. Ce qui aurait peut-être dû faire en sorte que ce citoyen soit un petit peu plus respecté dans ses exigences, qui sont ses exigences fondamentales de protection par rapport à l'administration, mais également très au-delà. Voilà, j'avais quelques exemples, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup, vraiment, de nous ramener là aux réalités, dont nous, dans les tribunaux, nous voyons très peu de choses, mais quand même, cette population précaire revient devant nous, enfin pas toutes, donc ça j'entends bien, mais nos contentieux dits sociaux, là, RSA, APL, etc., c'est vrai que nous sommes désarçonnés, on reçoit des petits bouts de papier écrits sur un coin de table, avec des gens qui vous donnent ça de pièces jointes où il y a tout, les ordonnances médicales, la facture d'électricité, enfin tout en même temps, et il faut faire un jugement avec ça, hein. Et on ne sait pas faire, enfin je veux dire, c'est pas notre métier, et bon, enfin voilà. Alors, on a peu de temps, effectivement, hein, très très peu, 1 ou 2 réactions rapides. Oui, monsieur là-bas. Oui, bonjour, Étienne Colson, avocat. Je voudrais me faire un peu l'avocat de l'administration. Vous venez de faire la liste, monsieur est fort juste, évidemment, personne ne la contestera, des erreurs de l'administration. Mais moi qui ai la chance de défendre un certain nombre de petites communes qui ont 800, 700, 200 habitants, elles n'ont aucune idée, mais absolument aucune idée de ce qu'est un acte administratif, la compétence liée, l'abrogation, le retrait. Donc je me dis que s'il n'y a pas une volonté politique, car l'administration n'est que le bras armé d'une volonté politique, si la volonté politique n'est pas là, de diffuser par des Dominici la bonne parole, si j'ose dire, en simplifiant, à travers des petits guides, à travers des représentants peut-être de l'État, j'ai peut-être là une vue de l'esprit, sur ce nouveau code, sur la réforme du code des marchés publics, eh bien ces communes passeront à côté, totalement à côté de ces réformes. Les magistrats qui sont présents dans cette salle le savent bien, les avocats également. Autrement dit, je rebondis sur ce que disait M. Bottine tout à l'heure sur l'accessibilité de la loi. Si on ne simplifie pas, si on n'a pas cette volonté politique ferme, farouche, d'aller expliquer dans Clochemerle aux 800 habitants et aux maires ce qu'est le nouveau code ou ce qu'est la loi en général, ils passeront à côté, totalement à côté. Il ne faut se faire aucune illusion sur le sujet. Madame, au milieu. Cécile Vrignon, présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Paris. Est-ce que c'est passé en fait de Lille? C'était avant, c'était il y a très longtemps, donc comme quoi je commence à avoir Alzheimer.
C'est pour ça que je suis présidente, d'ailleurs, j'ai l'âge. Est-ce que la question, c'est pas celle qui vient d'être posée, en fait? Est-ce que c'est un problème d'accessibilité? On a l'impression qu'on doit informer les parties et que c'était un but en soi. Il faut respecter la règle, il faut respecter la règle, il faut respecter la règle. Est-ce que c'est un problème d'accessibilité à la règle ou est-ce que c'est un problème d'application, notamment par l'administration et éventuellement par le juge, de cette règle au regard de la finalité qui a été rappelée tout à l'heure? Moi, j'étais très intéressée par les grands principes. C'est quoi le but du jeu? C'est d'appliquer la règle pour l'appliquer ou c'est l'appliquer parce que ça a un sens, parce qu'on est au service du public, parce qu'on sert l'intérêt général? Et dans les contentieux sociaux qu'on voit, on voit bien, on a des gens qui arrivent chez nous, on se dit mais comment est-ce qu'ils sont arrivés chez nous? Comment est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de téléphone où ça ne s'est pas réglé, justement parce que j'ai oublié. Et ça arrive chez nous, on a une requête informe. Alors on essaie de faire ce qu'on peut. Mon collègue ici a par exemple, de manière très pragmatique, changé les formulaires de demande. Parce que demander à quelqu'un, dont vous avez parlé, de produire la décision attaquée, il ne sait pas ce que c'est que la décision attaquée. Donc on lui dit le document que vous appelez comme ça et que vous mentionnez à la page temps, voilà, bon, etc. On essaye de faire des efforts, mais en fait, ça ne devrait pas arriver chez nous. Et je suis un peu interpellée par ce que vous avez dit sur la dématérialisation. Alors on peut communiquer, quelle que soit la qualité de l'information qu'on va donner, ces publics-là, on ne les touchera pas. C'est clair et net. Les petites communes, on ne les touchera pas plus non plus. Donc, est-ce que dématérialiser, faire que les gens ne puissent pas avoir un point où ils peuvent discuter avec quelqu'un, en tête-à-tête, leur parler, c'est vraiment la solution? Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'on aura des publics comme nous qui peuvent accéder, c'est super confortable de faire une démarche sur Internet, mais est-ce que le sens du service public, ce n'est pas un lieu de dialogue, de bon sens, je crois que le mot a été dit tout à l'heure, et voilà, où les gens peuvent avoir un interlocuteur. Et je pense que... Alors, je comprends bien les contraintes budgétaires, on est tous pareils, on n'a pas le temps, on va vite, etc. Et l'administration est confrontée à ça. Mais voilà, ça me pose question, est-ce qu'on n'axe pas trop la chose sur la communication, de la connaissance des règles de droit, et que la vraie question, c'est passer de l'application de ces règles au regard de l'objectif qu'elles ont? Oui, si vous le permettez, effectivement, dématérialisation pour répondre aux nouvelles attentes des usagers, c'est une adaptation nécessaire, mais je l'ai indiqué, accompagnement aussi des points d'accueil. Alors, dans un premier temps en préfecture, ensuite dans les maisons d'État, il y aura des relais, et effectivement, il y aura toujours une relation, au moins téléphonique, avec l'usager. Tout cela sera organisé, et on voit que l'accueil téléphonique peut tout à fait fonctionner. Moi, j'ai appelé il n'y a pas très longtemps l'administration fiscale pour un sujet. J'ai eu quelqu'un de très à l'écoute et de très efficace dans sa réponse. Donc, le taux dématérialisation, ce ne sera jamais possible, mais le maximum de dématérialisation pour faciliter les démarches du maximum d'usagers, je pense que là aussi c'est une obligation, même si on met cela en place effectivement dans un contexte très contraint. C'est vrai. Merci. Je vais terminer juste pour une question, si vous me permettez, sur la dématérialisation, ces incidences, parce que autant les serveurs vocaux, je pense que ça peut diminuer et dissuader les demandes. Je crois qu'on a tous piqué une crise de nerfs et presque au bord des larmes et raccroché en disant « c'est pas possible ». Voilà. Par contre, effectivement, accès à Internet, est-ce que ça ne provoque pas une inflation des saisines? Je pose la question. Moi, j'ai un problème très pratique. Une enquête publique sur la rénovation d'une voie ferrée sur une portion inférieure à 100 km, c'est pas une enquête publique énorme. C'est une enquête publique consistante, mais pas énorme du tout. Et alors, commissaires enquêteurs, ils se sont retrouvés avec 5000 messages par voie électronique, observation à traiter. Alors, le coût, la taxation, etc., c'est plus du tout ce à quoi on était habitué. Et ça suscite une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas une inflation quand on court à voie électronique? Nous n'avons pas d'inflation si nous sommes en capacité, ça je le dis très clairement, de répondre aux attentes des usagers en temps et en heure. Si nous prenons des retards dans la délivrance de nos titres, nous avons là, effectivement, une inflation d'appels téléphoniques et de messages électroniques. Donc, nous attachons, dans toute la mesure du possible, à avoir la qualité, la fiabilité et la réactivité nécessaires. Mais je crois que la question que vous posez, Madame la Présidente, est
et ce sera abordé dans l'atelier cet après-midi sur l'urbanisme et l'environnement, le droit des sols, puisque effectivement il y a un processus de transformation de l'enquête publique. Je pense que le traditionnel registre d'enquête publique machin chouette qui est rarement rempli vont s'y substituer des tonnes de messages électroniques, et donc ça pose un problème de... Absolument, c'est le rapport à l'enquête publique. Mais donc, ça me permet de faire la liaison et de vous inviter à rejoindre les abords de l'amphi.